Bienvenue sur cet nouvel épisode, le 49e. On en a manqué un, Mika, malheureusement, par souci de temps, on peut dire ça. Exact, c'est exactement ça, par souci de temps. Comment il va, Mika? Il est en forme? Ben écoute, ça va vraiment bien. Après, ouais, c'est un peu de ma faute, un peu de ta faute qu'on s'est loupé sur la semaine dernière. Veuillez nous excuser, mais franchement, l'actualité, elle était pas ouf. On Ouais. reviendra sur le MMA-GP quand même qui s'est déroulé. Après, sur les événements UFC, franchement, j'ai même pas. Bon, Non, j'ai survolé ça. la semaine dernière, il n'y avait aucun événement. Il me semblait OK. Et même l'événement UFC de toute manière qui s'est déroulé ce week-end, j'ai pas trouvé ça dingue. Mais peut-être que toi, tu as regardé. Après, j'ai vu un ou deux combats. J'ai vu celui de Asunceo, mais Ouais. c'est tout. Et j'ai pas été plus que ça. Donc pour moi, je propose qu'on fasse aujourd'hui, c'est le MMA GP qu'on a loupé, qu'on revienne sur l'Hexagone, le 100% fight, évidemment l'UFC qui arrive et aussi un événement dont on parle peu et pourtant sur lequel on a beaucoup de Français, c'est le Bellator à Rome. Ouais, il arrive Euh, en fin de mois. Ah non, dans 2 semaines. ouais, dans C'est deux vrai qu'il. semaines, Ouais, c'est pour ça. Ok, ouais, c'est la semaine d'après. Ouais. Ça arrive très bientôt. Après, on peut aussi parler vite fait du Cage Warrior et du désistement, mais il n'y a pas Ouais. grand-chose à dire à part que Morgan Charrière n'a pas pu combattre. Voilà. Je sais pas si on a loupé des choses, mais je pense pas. Non, c'est ça, hein. C'est ce que j'avais noté pour la semaine dernière. Ouais, pour revenir rapidement là-dessus, Morgan qui devait faire son retour après plus d'un an d'absence, qui était revenu de blessure et tout, son adversaire il n'a pas pu se présenter au poids. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est que son adversaire il avait 2 kilos de plus. Et en gros, qu'il ne pouvait pas faire le poids et que son équipe, son manager, ils ont décidé de pas prendre le risque et de ne pas accepter on va dire ce Le catchweight. combat, ouais. Ouais, donc voilà, finalement, ça a pas été. Son combat, je sais pas, il y a pas eu plus d'informations. Non. Après, je sais que Morgan, il a re-signé il a prolongé son contrat avec le Cage Warriors. Donc voilà, j'en sais pas plus là-dessus. Mika, je sais pas pour toi. Non, bah, j'ai pas, ouais, comme tu dis, j'ai pas plus que ça, hein. Je Ok, sais pas ok. plus que ça. Je sais qu'il a pas accepté de combattre en gros, il y avait 2 kilos d'écart. Après, on savait que c'était un combat retour sur lequel il voulait pas se rater. Son adversaire, même s'il était sur le papier, en tout cas moins dangereux que Morgan et moins fort, ils ont préféré, comme tu as dit, ne pas prendre le risque. Et voilà, c'est tout ce que en vrai, c'est tout ce que je peux dire Ok, ok. sur ce combat. Et ouais, juste le lendemain ou le jour même, il y avait les MMA GP. Est-ce que tu as pu voir les résultats? Sur le MMA-GP, Ouais. ouais, effectivement, j'ai tous les résultats de ce qui s'est passé au MMA-GP. On peut donc, il y a eu quand même pas mal de combats lors de ce Ouais. MMA-GP au final. J'ai 10 affrontements, donc beaucoup de Français. C'est presque du niveau amateur pour une grande partie euh, des Français qui ont combattu. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a qu'on connaît pas forcément, mais en tout cas, il y a une victoire de George Aljarouj. Alors, il me semble, je suis pas sûr, mais qu'il fasse partie de la Old School Academy et que ce soit le frère de. Michael Aljarouj. Exactement. Ok, Alors, je suis pas sûr. j'ai cru que t'avais encore écorché un nom là, dès que tu m'as dit Georges. Ouais. Ok, ok. Et d'ailleurs, on reviendra sur son frère qui est sur une bonne lancée actuellement et qui est pas mal, qui avait déjà combattu Samir Faidin à l'époque. Et au final qui s'avère être peut-être l'un des Français qui monte le mieux, en tout cas dans les organisations mineures en France. Et je pense il est en train de passer un cap et qu'on le reverra prochainement sur des plateaux de plus en plus gros. Après, sur les combats, le combat phare de cette soirée, ça a été Jérôme Le Banner face à Adnan Alik. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le combat. Bon, c'était pas un combat en termes de MMA pur, c'était vraiment pas un combat de dingue. Ouais. Après, je respecte la carrière de Le Banner, donc j'irai pas plus loin dans mon analyse, mais c'était clairement pas un combat de performance.
j'ai même pas compris ce que le combattant en face a essayé de faire à un moment donné, alors qu'il avait la montée. C'est marrant parce que ce même combattant-là qui avait affronté Malik Merad il y a quelques années au LFC. Je sais Ouais. pas si tu avais fait Je le me lien, souviens, mais Mali qui s'était débarrassé de lui ultra facilement aussi. ouais. Mais là, ce que je veux dire, c'est que Adnan Alik, là, il a amené Jérôme Le Banner au sol. Il prend la montée et derrière, je sais pas, il va chercher une sorte de clé de talon. Tu comprends même pas je te jure, c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, félicitations à Jérôme Le Banner qui faisait son dernier combat en MMA. Et après, je pense que de toute manière, c'était clair dans la tête de tout le monde que c'était pas un combat Bien où, sûr, je pense que c'est des combats où voilà, il cherche à se faire plaisir, mais quand même impressionnant le physique à 49 ans quand même, hein. Et comme tu as dit, ouais, je ne veux pas chercher à rentrer dans le détail du combat, ça reste comme Jérôme Le Banner, une grande carrière en K1 kickboxing, donc que du respect pour lui. Mais voilà, c'est pas des combats où il va chercher à faire la performance de la nuit ouais, ou clairement, autre. franchement, ouais, c'est ça. C'était vraiment un combat pour tirer sa révérence, pour le faire briller. Son adversaire en face, il a pris des décisions, comme je l'ai dit, franchement très hasardeuses, alors qu'il avait une position ultra dominante. Bon, voilà. Mais je vais clôturer là-dessus, en tout cas pour ce main event. Voilà. En tout cas, c'était vraiment pas un combat qui restera dans les annales. Un des plus beaux combats ensuite, ça a été le combat de Al Jarouj, justement, le Michael Al Jarouj, la Michael old school, Jarrouge. face à Sylvain Somoresen. Donc, il s'est imposé par KO TKO au troisième round en plus. Donc, c'était un combat qui presque allait à son terme. Et Ouais. l'air de rien, bon, même s'il il a un parcours un peu en dents de scie, hein, il gagne dès qu'il va dans des organisations un peu difficiles telles que le Brave. Il s'est incliné par KO TKO l'année dernière. Mais là, il est revenu, il a signé une belle victoire. Il s'était incliné à la décision face à Samir en 2019. Voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, je vois qu'il progresse. Vraiment, il a une bonne. Je trouve qu'il progresse, il propose des bonnes choses. Ça m'étonnerait pas que s'il continue sur son parcours avec 2 ou 3 victoires consécutives, on puisse le voir sur des plateaux peut-être un peu plus importants. Et pareil, son frère, bah, il m'a fait plutôt une bonne impression. Il s'est imposé à la décision. Voilà, c'était un bon combat. Non, en tout cas, Miguel Aljarouj m'a l'air d'être très complet, très explosif. Je l'avais vu évoluer au 100% fight. Je crois que son premier combat pro, il avait fait au 100% fight où il s'imposait souvent par soumission ou par TKO, il me semble. Après, c'est vrai qu'il a eu une période, je pense, d'inactivité. Et après, voilà, c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup. Donc, en tout cas, je pense qu'il a sa place parmi les top flyweight en France. Je pense qu'il a, Ouais, qu'il a de l'avenir, en tout cas. c'est ça. Les tops, je sais pas. Je peux pas te dire encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est amené, je pense, à ce qu'on le voit sur des plateaux de plus en plus importants. Ça me paraît être une évidence. Mais bon, Ouais. à voir avec le temps. Ensuite, grosse performance de notre ancien partenaire de team, Bonjour Sidibé. ouais, Bonjougou Sidibé. Bah, il a mis un beau KO. Après, son adversaire, clairement, c'est pareil, c'était pas un gros adversaire. Il était déjà sur 8 défaites consécutives. Donc, bon, c'était clairement pas un adversaire qui était au summum de sa carrière. Mais en tout cas, voilà, il s'est imposé rapidement. Il a mis un KO, TKO très rapidement. Après, voilà, toujours pareil. J'apprécie beaucoup Bonjougou. Je félicite sa performance. Mais je suis toujours étonné. Vraiment, je suis toujours étonné de voir qu'on fait venir des étrangers, des Espagnols, là pour le coup. On paye un billet d'avion, on le fait venir en France. Le gars, il a sur 8 ou 9 défaites consécutives, pardon. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que on a plus intérêt à mettre un combat français-français ou à faire venir à la rigueur des frontaliers comme la Belgique, etc., que d'aller dépenser de l'argent dans des transports et tout pour aller chercher un mec qui est sur 8 ou 9 défaites consécutives. Bah après, Mika, ça s'est toujours fait, en tout cas, pour faire monter les Français, de prendre des Espagnols, des Brésiliens ou des. Ça s'est toujours fait parce qu'il faut dire que
Voilà, Bonjour, il s'entraîne toujours à Hobby Fight. Hobby Fight, c'est les MMA GP, donc forcément, tu sais, pour faire monter ses athlètes, ou pour leur redonner du verre. Parce que voilà, par exemple, un gars comme Bonjour CJB, on sait qu'il a subi beaucoup de défaites et beaucoup de résultats un peu contestables. Donc je pense que c'est un peu normal enfin un peu normal, c'est compréhensible de leur trouver ce genre d'adversaire, tu vois, Ouais, mais après, histoire regarde, de repousser la Bonjour, carrière. quand il lui avait mis Conmonde, là, le dernier combat, c'était contre Conmonde. Ouais, c'est ça. Ça s'est traduit par un no contest à cause No d'un doigt dans contest. l'œil. Mais clairement, je trouvais que sur le début de round et voir le début du deuxième round, en tout cas, pour moi, Bonjour était en avance sur le point. Et on peut dire que Conmonde, c'est un combattant solide. Donc, Bien sûr. tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher entre guillemets, là pour le coup, c'est presque un pêcheur. Hein. N'ayons pas peur du mot, c'est un pêcheur le type. Du moins, il est Ça venu faisait pour longtemps ce récupérer. mot. Non, mais il est venu pour récupérer son chèque. Et ce que je veux dire, c'est que c'est dommage parce que ça entache au final la qualité des cartes. Voilà, c'est la seule chose que j'avais à dire. Ouais, Ensuite, on avait Rogi Lawson, c'est un ancien qu'on a vu beaucoup sur le circuit du 100% Fight de de la la Snack Snake Team, Team. qui affrontait Kevin Dell. Un gars de la team The Rapper Squad, je connais pas. Kevin Dell Ouais. s'est imposé. Donc, il s'est imposé dans le combat par soumission au premier round, donc assez rapidement en 1 minute. Il y a eu une autre soumission ultra rapide, c'est celle du Brésilien Emerson Silva sur Mathieu Chaumont en 27 secondes. Incroyable. Ah ouais. Lui, ça a été ultra, ultra rapide. Ensuite, on avait David Karp qui s'était incliné lors du précédent MMA-GP face à Oudina Soufiane qui affrontait Cédric Séverac, qui était aussi un ancien du game qui était sur une mauvaise série puisqu'il était pratiquement sur lui aussi 8 défaites sur 2 victoires et qui a signé un retour. Au final, il s'est imposé par KO dans le deuxième round. Et enfin, déception pour Morgan, pareil, partenaire de team, Hobby Fight. Morgan. Morgan, Et ouais. c'est l'autre Morgan qui est Morgan, Mika. Calme-toi, s'il Ouais, te plaît. mais comme ça, je me trompe au moins plus un sur deux. Je dis tous les deux Morgan, comme ça, il n'y a plus de problème. Ouais, Morgan, donc, qui avait 2-1, qui s'était déjà illustré au MMA-GP et qui avait signé un beau KO, Ouais. affrontait un nouveau venu, Bruno Loret, qu'on n'avait pas vu encore sur le circuit, qui était à 0-0, qui débutait en professionnel. Et Morgan qui s'est lourdement incliné, qui s'est fait toucher durement debout. Et ensuite, il a été pris dans un crucifix et il a pris une série de coups de coude. Donc, il s'est incliné durement, Malheureusement. difficilement, mais il s'en est bien remis. Je l'ai eu au téléphone, tout va bien. Donc, voilà pour ce Bon qui est rétablissement du du MHG. MHP. Après, sur l'ambiance, je ne sais pas vous dire si c'était meilleur que celui qui s'est déroulé au Havre. Qui Après, était? là, non. Mais justement, le peu de vidéos que j'ai vues, de ce que j'ai vu, il y a à peu près 2 tiers de la salle qui était remplie. Le cirque et après là-bas, ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment un côté arène. Donc, du coup, ça fait Ouais. une vraie ambiance. Là, en fait, la salle, elle se prête bien au MMA, je trouve. Ouais, ouais. C'est une salle qui se prête bien au spectacle du MMA. Donc, à voir. Je sais que le MMA GP revient très prochainement. C'est au mois de novembre à Bordeaux avec une nouvelle Ouais. édition. Notamment, on y reverra Jason Poney. Donc, à voir ce que la carte va donner. Mais voilà, le seul point négatif pour moi du MMAGP encore, c'est la qualité des fight cards et parfois les combats déséquilibrés en fait. C'est-à-dire que des fois, on a des étrangers qui viennent et ça fait trop faire valoir. Quoi. Quand tu fais venir un Mhm. mec qui a 9 défaites consécutives, franchement, moi je dis arrêtons ça tout de suite, ça sert à rien. Quoi. C'est horrible pour tout le monde. Donc voilà. Effectivement. Pour passer à la suite du MMA français, il y avait l'Hexagone hier, Mika, qui se déroulait avec Laetitia Blo qui combattait pour le titre flyweight qui s'est imposé par décision unanime et qui devient la nouvelle championne des flyweight de l'Hexagone. Donc félicitations à elle. Et il y avait d'autres Français comme Mato Duclos-Leto, partenaire de Benoît Saint-Denis, qui s'est aussi imposé par KO dans la première reprise. Il y Ouais. avait Stéphane Page qui s'est imposé par, j'ai pas le Stéphanie, résultat. c'est Stéphanie Yellow.
Elle a gagné à Merde, décision. désolé. Ouais, Et il y a, Stéphanie. Younes Najid, un des frères de la FFA, qui s'est imposé par guillotine au premier round face à Alix Jean-Guillaume. Ouais. On a un autre Français qui a perdu par KO TKO au Roumain Yon Grigor. Le Français, c'est Maxime Fondop. Et un autre Français qui aussi a perdu la décision, Parways Arasbey, face à Marcin Zembala, un Polonais. Pour ceux qui se posaient la question, parce que moi aussi je me posais la question de pourquoi l'Hexagone proposait une carte de 6 combattants. Dans les 6 combattants, donc on avait 6 Français, il y avait un Français à chaque fois au minimum. On a eu un seul duel où on a eu franco-français, c'est Younes Najid contre Alix Jean-Guillaume. Et je me suis dit, mais pourquoi ils vont organiser ça en Allemagne? Et en fait, j'ai vu Mathieu Nicourt, moi, lors du 100% Fight 47, et je parlais avec lui, et en fait, il m'expliquait que la politique était de faire en sorte de diminuer le maximum les coûts d'organisation. Et en fait, ils se sont associés pour cet événement au GMC. Le GMC organisait le même soir et en deuxième partie de soirée. Et c'est pour ça que l'événement a commencé très tôt, l'Hexagone en Allemagne. C'est parce qu'en fait, ils se sont servis de l'infrastructure et de tout ce qui s'est passé, ce qui a été mis en place par le GMC. Ils ont établi leur carte de 6 combats. Et derrière, en fait, tu as le GMC, c'était le numéro GMC, je crois, 30, le 30e, qui a commencé et qui s'est déroulé ensuite par la suite. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun Français sur la carte du GMC. Et donc, c'est pour ça qu'on a une organisation française qui s'est implantée en Allemagne, mais pour laquelle on n'a eu aucun Allemand. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Et c'est pour ça que dans la première partie, il y avait si peu de monde dans les gradins, etc. C'est parce qu'en fait, voilà. Après, c'est une stratégie. Est-ce que ça sera payant ou pas à long terme? Je ne peux pas vous dire. Mais voilà, donc à mon avis, l'Hexagone, maintenant, quand ils vont organiser, ça sera toujours à l'étranger et avec des organisations locaux. Un peu comme le Brave faisait quand ils viennent en Europe. Ils font avec des organisations locaux. Et c'est un peu ce qui va se passer avec l'Hexagone. Pour Laetitia Blo, c'est bien. 5e combat en carrière, 4 victoires, un no contest ou un match nul. Ouais, non, c'était pas plutôt un draw suite à son adversaire qui avait pris un point de pénalité. Elle avait été sauvée grâce à ça, entre guillemets. Et du coup, Laetitia qui signe une première ceinture de l'Hexagone. En gros, franchement, Laetitia, elle est surprenante parce qu'elle est quand même âgée. Je pense qu'elle a pas loin de 40 ans ou elle a 39 ans. Elle a commencé le MMA tardivement. Elle signe 4 victoires. Elle va chercher une ceinture. L'air de rien, elle peut faire un braquage. Hein, si elle gagne encore 2-3 combats. Ouais. Moi, j'aimerais bien la voir dans d'autres organisations parce que j'ai l'impression que Hexagone, ils sont un petit peu, comme tu disais, avec les MMAGP, c'est qu'ils protègent un petit peu leurs combattants. Donc, ce serait bien là, maintenant qu'elle a pris cette ceinture-là, peut-être soit de la voir défendre la ceinture contre une adversaire assez solide, c'est vraiment qu'elle passe un step-up, ou à la rigueur de l'avoir dans d'autres orgas pour qu'elle puisse s'exprimer et qu'on puisse voir, on va dire, son réel niveau. Je dirais pas son réel niveau parce que ça veut pas dire que là, on n'a pas vu ce qu'elle va aller, mais en tout cas, non, elle est très forte, hein, très physique en tout cas. Ouais, ça, on le sait. Non, je disais qu'elle a j'aime beaucoup en fait comment elle amène son judo en fait au MMA. Franchement, c'est assez impressionnant, tu vois. À peine elle accroche son partenaire, son adversaire qui a réussi à mettre une projection de tous les angles. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Donc voilà, félicitations à elle en tout cas. Ouais, félicitations à Tia. Après, c'est clair. Hein, et voilà. Grosse lacune en boxe, gros judo qui lui permet mais par contre qu'elle utilise très bien en MMA, une puissance hors du commun pour la KT féminine. Mais elle a quand même affronté une adversaire qui avait 3-0 là pour ce combat. Alors c'est vrai, son adversaire, elle a fait 3 victoires sur des filles qui avaient 0-0, 0-0, 0-0. Mais bon, elle a pris quand même une adversaire qui avait déjà 3 victoires, 3 combats. Effectivement, je pense que maintenant, il faut qu'elle prenne, à un moment donné, de toute manière, elle sera obligée de prendre le risque de prendre quelqu'un de soit coté, soit qui a déjà fait une grosse organisation, si elle espère signer un jour à l'UFC. Mais en tout cas, félicitations à elle, 4 victoires pour une championne à suivre. C'est ça, Mika. Ce week-end, t'étais au 100% Fight, le retour de la Supreme League. Exactement. Et tu sais, je te jure,
J'ai oublié que c'était vendredi. Ouais, bah après, c'est parce Enfin, que la parole que communication. ouais, elle a pas été. Mais ça m'est vraiment sorti de la tête. Il y a pas eu une grosse communication. Faut pas oublier que là, la Supreme League, c'est un concept qui existe, que Hatch a inventé. C'est-à-dire, et je rappelle le concept, c'est de faire opposer les équipes, les teams. À la base, c'était parisienne. Là, il a ouvert sur la France et même Ouais. l'international, entre guillemets, parce qu'on a la présence de la Belgique sur cette édition. Et en fait, c'est de faire opposer les équipes pour voir quelle est la meilleure team. Et là, étant donné que le MMA a pris une nouvelle ampleur, etc., et que il sait que c'était difficile de faire ça avec des professionnels, il a fait ça en fait le format Supreme League, mais pour amateurs. Et Ok, donc, ok. je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu non plus une grosse communication, parce qu'effectivement, les personnes qui combattaient n'étaient pas connues. C'est des amateurs, c'est des gens qui ont un, deux Mais combats toi, max. je savais pas, je pensais que c'était. Pourtant, il l'avait dit hein, lorsqu'il est venu, mais j'étais resté sur le format professionnel. Moi, comme à l'époque, j'avais pas fait attention. Non, non, c'est vraiment un format amateur. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y avait donc 4 équipes. C'était le premier huitième de finale. Je vous rappelle le principe. Il y a 8 équipes parisiennes, il y a 8 équipes de province. On a fait les tirages au sort. Chaque équipe de province rencontrait une équipe parisienne. Il y aura 4 soirées en tout. Dans les 4 soirées, il y aura 4 équipes qui s'affronteront, etc. Et il y aura des qualifiés. Les 2 équipes qui se sont qualifiées suite à cette première soirée, c'est le Platinum face au Suma Training Center. Et la deuxième équipe qui s'est qualifiée, c'est la team belge face au FFA Factory. La team belge est très très solide. Vraiment, je pense que au fur et à mesure de la Supreme League, il y aura de plus en plus de gens qui vont aller voir l'événement parce que clairement, le niveau amateur, c'est vrai, ça reste un niveau amateur, faut pas se mentir. Hein, vous verrez jamais Conor McGregor là-bas, enfin le Conor d'aujourd'hui, mais sincèrement, on sait que Hatch, il y a énormément de gros champions qui ont commencé au 100% fight. Je ne vais pas les reciter, à chaque fois je les recite. Et franchement, de ce que j'ai pu voir à l'événement de vendredi, je pense que dans tous ceux qui ont combattu, il y en a au moins un ou deux qui sont prêtés à avoir une grosse carrière en MMA. Vraiment, il y a eu des belles choses. Moi, j'ai des combats qui m'ont marqué, notamment chez les moins de 61 kilos entre la FFA et la team de Bruxelles. Le combat aussi chez les poids lourds entre la FFA et la team Bruxelles. Les noms, je les ai pas, j'ai pas gardé la fight card, j'aurais dû garder. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, il y a des beaux combats et je vous invite à être attentif pour la deuxième soirée. Il y aura 2 grosses teams qui vont s'affronter. Une team qui est clairement venue pour remporter le titre, c'est la Old School d'Academy, menée par Gaëtan Hurtel. Il le dit clairement, il affiche des grandes prétentions pour aller chercher la victoire et qui va affronter notamment la team de David Dukanovic. Et on avait vu lors du Road to Contender où tu étais présent que la team Duka, elle était pas mal quand même. Elle était bien représentée Ouais, ouais, je me rappelle. au niveau du monde amateur. Et donc, du coup, on aura déjà un gros clash. Et ensuite, dans la troisième soirée, on aura, je crois, la Hatch Academy qui affronte la team de Foissa, Marseille Fight Club. Donc, du coup, ça sera aussi Ok. un gros. Ouais, ça va être Enfin, c'est intéressant. deux grosses teams qui ont beaucoup d'amateurs et donc je pense qu'on va avoir des beaux combats. Ne loupez pas les prochains événements. C'est au Cirque Borman, c'est hyper abordable. Les places, elles sont pas hyper chères et l'ambiance est vraiment bonne. Donc je vous invite à venir. Les combats sont bien enchaînés, la qualité du site, elle est bien. On a passé un beau moment, donc je vous invite vraiment à venir. Voilà, Mais c'est du du niveau coup, amateur, mais vu que c'est ouais, niveau vas-y. amateur, c'est pas des formats de 3x5. Non, exactement. C'est des formats de 3x3 et il y a des protèges tibia. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que, et là, je parle pour tous les amateurs qui vont combattre, sachez que c'est ouvert au super fight. Ça veut dire que Ok. Hatch est ouvert au fait qu'il puisse passer un ou deux ou trois super fights. Et n'oubliez pas que les nouvelles règles de la Fédé, la FFMMAF, obligent pour passer professionnel à avoir minimum 6 combats référencés en amateur. Donc tous ceux qui ont la volonté d'avoir des gars qui vont mener en professionnel, etc., profitez de ces événements qu'il va y avoir, bah, peut-être pour envoyer vos poulains, faire un super fight, etc. De toute manière, Bah, ça s'inscrit pas dans le palmarès et c'est vraiment un palmarès amateur, donc ça ne comptera pas pour le futur de la carrière et ça vous permet de faire vos armes et ensuite de monter en professionnel. Donc voilà. voilà. C'était la propagande
de la Hatch Là, Academy par Mickaël Lebou. Donc, vous l'avez bien compris. Si vous avez un poulain, n'hésitez pas à contacter Mickaël Lebou qui est comme ça avec Hatch. comme ça. On est comme ça. Et donc, voilà. Non, Je pense mais qu'on. attends, Ouais. AB, j'ai fait le commentateur. J'ai fait une vraie prestation. Je Non, vais au bout de ma bien sûr, mais prestation. on s'en rappelle bien du Hatch à demain, Hatch. Ben, d'ailleurs, je le revois demain puisque je m'entraîne là-bas tous les lundis. Je fais ma prépa là-bas et ça se passe très bien. Ah, super, Mika, super que du bon pour ta prépa. Bon, on va passer, avant de passer à l'UFC 280, je pense que c'est la bonne transition. Je vais parler d'un de mes tweets Attends. sur Twitter, Ah ouais, ouais, dis-moi, vas-y. Non, qui a, vas-y, c'est bon. Après, on fait parle du réagir, Bellator. qui a fait réagir. Donc, je vais citer le tweet, hein, et je l'afficherai à l'écran. Je suis plus hypé par le combat entre Damien Lapilis vs Amin Ayoub 2 que le combat entre Oliveira et Makachev. C'est bon ou pas? Hashtag consommateur de MMA français, hashtag RS9. Ok. Donc, je vais revenir sur le mécontentement que j'ai eu par rapport à ce tweet. Ok. J'assume la déferlante, tu vois, de vagues que j'ai reçues. J'assume totalement des gens qui disent que je suis fou de dire ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, là où, en fait, où je l'accepte un petit peu moins, c'est que, en fait, ces mêmes gens-là qui viennent me reprocher ce tweet-là, en fait, viennent me. Comment dire? Viennent colporter des fausses choses en disant que c'est Fernand qui m'envoie tweeter ça, que c'est le Factory qui m'engraine à mettre ce genre de choses-là. Le tweet, je l'ai mis à, je sais pas à quelle heure, je l'ai mis à 15h20, le 13, je sais plus qu'est-ce que je fais à cette heure-ci. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, c'est les gens, en fait, Mika, qui sont en train de créer des clans, tu vois. Limite, en fait, ils reprochent que c'est le Factory vers le reste du monde, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, par exemple, je me fais insulter par des gens qui n'existent pas parce qu'ils n'ont pas de photo de profil. Et derrière, tu as Assia, en fait, Assia Miri qui retweet en disant ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est plus du soutien qu'autre chose. Parce qu'elle voit que je me fais descendre. Donc, elle vient, elle retweet, elle met ça. Et en fait, c'est ces gens-là qui créent ces clans, en fait, parce qu'il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de clan. Il y a Non, des ouais, teams, certes, il y a des teams, il n'y a pas de clan. Moi, personnellement, je suis arrivé au Factory il y a 1 an et demi, mais j'ai aucune embrouille avec personne. Avec Hatch, j'ai toujours été bien accueilli là-bas. J'avais déjà été tourné à la Inner Fight, j'avais déjà été tourné chez Aziz, là, la team Magnum, mais j'ai aucun problème avec personne. Et c'est ces mêmes petits cons, là, pour rester poli, hein, en fait, qui mettent des conneries à mettre clan MMA Factory. C'est eux qui créent ces clans-là, parce qu'il n'y a pas de clan, frère. Il n'y a aucun clan. Il y a des teams, c'est normal que tout le monde défende sa team. Demain, je sais pas moi, bref, je vais m'arrêter là, mais pour pas trop rentrer dans la profondeur, mais voilà, c'était par rapport à mon mécontentement par rapport à ça, parce que voilà, je trouve que ça part clairement en couille maintenant, la moindre chose que tu dis, elle est amplifiée, déformée, et voilà. Après, voilà, ça ne regarde que moi, je dis que j'étais plus hypé. Pourquoi je suis plus hypé? Le combat, je le vois en live. Nika, on est toujours bien accueilli chez Ares, qu'on soit entre combattants ou spectateurs. Le combat, je le vois en live. Les deux, ils ont un peu de vécu. Je les connais personnellement. Et là, vraiment, je trouve qu'au début, certes, tu avais Ami qui t'a choqué parce que c'était, comme il le dit, c'était pour faire vendre le combat. Mais là, ça a vraiment dépassé un stade où c'est vraiment, on va dire, c'est devenu personnel. Ami qui a été interviewé chez After Fight, là, il y a quelques jours, et qui dit qu'en gros, que Damien a manqué de respect à sa femme parce que juste après le combat, il va devant sa femme et il crie alors que sa femme, elle était en pleurs. De l'autre côté, tu as Damien qui dément. Ça se lance vraiment des pics, tu vois. C'est vraiment ce combat-là, il me hype. Parce que voilà, je le vis en direct, je le vis en live. Après, certes, c'est bien sûr que c'est pas la même sphère que Makachev et Oliveira, mais c'est normal. Voilà, ça reste l'UFC, ça reste. C'est pas le même niveau, mais je dis que ça me hype moi. C'est normal, je vis le truc en live. ouais. En fait, c'est ça. Je pense que l'amalgame qui a été fait, et c'est pas maladroit, mais malheureusement, quand tu dis un truc, tu vois, là, tu t'es fait terminer, mais limite, comment dire, même si c'est méchant ce qui a été dit, et on peut pas tolérer les méchancetés, les insultes gratuites, mais c'est clair que le combat, pour un fan de MMA, hein, je parle de fan du sport du MMA et fan de la technique du MMA, il peut pas être plus hypé par le combat d'Amin Ayoub contre Damien Lepidus que Bien sûr. contre Makachev face à Oliveira. Ça serait mentir que de dire que
on est plus dans l'attente de voir le combat Damien Lapillus vs Amin Ayoub du point de vue technique tactique de ce qui va se passer entre les Non, mais Oliveira bien sûr, Makhachev. c'est pas la même Et chose. c'est de la même manière, si tu regardes ne serait-ce que la carte de l'UFC 282, tu tombes par terre. Tu regardes Dariush Gamrot, c'est peut-être l'un des 280, combats qui. Ouais, pardon. C'est Dariush Gamrot. Moi, ce combat-là, j'ai tellement hâte de le voir. Non, mais techniquement, ça va être ouf, ouais. Voilà, il y a Manon Fiorot, pareil, contre Shukwogan, ça va être un truc de ouf. On a, comment ça s'appelle, Petroyan Petroyan, contre O'Malley. Sean O'Malley, ça va être ouf. Dillashaw contre Sterling, ça va être ouf. Donc, il y a même pas photo. Il y a Bien même pas sûr, photo sur vas-y. le niveau. Par contre, là où je t'entends, et c'est sûr, maintenant, quand je vais voir le combat entre Amin Ayoub, Damien Lapillus, je vais avoir plus d'émotion que quand je vais voir le combat Makhachev-Oliveira, parce que même si j'ai une préférence pour Makhachev-Oliveira, comment dire, je le vis pas de la même manière, dans le sens où je ne connais pas les deux protagonistes. Amin Ayoub, Damien, c'est deux gars que j'apprécie fortement. Il y en a un avec qui je me suis entraîné, l'autre je me suis pas entraîné. Et en fait, dans cette, je vais dire, dans ce combat, en fait, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat à la fin, je serai content pour l'un et triste pour l'autre. Et en fait, c'est vrai, tu le dis toi-même, c'est que le combat, il est parti. Déjà, le premier combat, il était ouf, faut dire la vérité. Outre la polémique, hein, je parle pas de la polémique, mais quand tu vois l'attitude des Ouais, deux, tu sens qu'ils voulaient bien sûr. aller au bout. Amin Ayoub, on sait tous que il aurait pu continuer du point de vue, lui, il était conscient, il voulait continuer. C'est juste qu'il a été arrêté par le médecin parce que les risques étaient encourus étaient trop importants pour voilà, ça reste du sport. Damien clairement a été au-dessus sur cette première échéance. Amin Ayoub revenait dans le deuxième round, mais Damien a ensuite fini très fort le deuxième round et le combat s'est arrêté. Donc on a eu un deuxième round qui était un peu plus disputé, mais qui allait dans les deux sens. Le premier round était clairement pour Damien, donc Damien a été donné vainqueur archi logiquement. Là, on a un deuxième combat, on le sait, les deux ne s'apprécient pas beaucoup. Peut-être qu'après ce combat-là, s'il y a une décision claire et autre, tout le monde redeviendra copain, parce qu'à la fin, il ne faut pas oublier non plus que c'est du sport. Et là, je le dis clairement, tu vois, on peut se taquiner sur les réseaux, on peut faire monter la sauce et tout. Mais au final, à la fin de ce combat, chacun va rentrer chez soi et la vie continue. Il faut pas non plus en faire tout un drame. Et donc, c'est pour ça que je te dis, effectivement, moi, ce combat, je l'attends de fou. J'ai grave envie de le voir comme tout le monde. C'est un combat qui, sur la carte du RS9, qui pour moi est largement au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire que dans le sens même technique, tactique, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup plus que le combat Strapoli contre Damiani, alors que c'est deux grands combattants aussi, mais je pense que tactiquement, techniquement, on aura un combat beaucoup plus joli du côté Lapillus Ayoub. Après, la carte est belle en plus. Je pense à Rizlen Zouak qui va affronter Yoni. Ouais. Ça va être un beau combat. En tout cas, voilà, je peux pas dire que la carte ne me hype pas. Elle me hype totalement et ce combat-là me hype de ouf. Non, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, du point de vue amoureux du sport, Makhachev Oliveira, et toi tu le sais et tu es d'accord avec moi, est largement au-dessus. Mais quand tu as dit hyper, comprenez par hyper le côté émotion, le côté Excitation, relationnel. engouement, tout ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, après, tu connais, le tweet, c'est. C'est cruel, hein. C'est cruel. Non, ouais, juste pour finir là-dessus, mais tu sais, c'est comme à l'époque, il y avait le combat. En fait, j'ai toujours aimé les rencontres franco-françaises, et c'est pour ça que même quand il y a eu Arès qui est arrivé, j'étais content parce que je m'étais dit que ça allait. C'est qu'en fait, qu'on allait avoir, on va dire, des combats franco-français, mais genre, on va dire, nés sur la scène internationale. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, il y avait eu au 100% Fight un clash entre Emric Youmbi et Samba Coulibaly. Je sais pas si tu te rappelles, c'était Arthur Coras qui avait filmé la scène et tout. Finalement, ce combat s'est jamais fait, mais la vidéo, je l'avais regardé et j'attendais vraiment ce combat, tu vois. Ou encore le combat entre Naïb Ezam et Yves Landu. Pareil, c'était un combat que j'attendais, tu vois. Finalement, voilà, le combat s'était fait. Naïb, je crois qu'il s'était incliné sur blessure, mais voilà, j'ai toujours aimé les rencontres franco-françaises. Voilà, maintenant. Non, mais même moi, mais clairement, c'est pour ça que je te dis, clairement, tu me dis par rapport à l'UFC de ce week-end, tu me dis clairement n'importe quel combat de l'UFC de ce week-end, le combat me hype 1000 fois plus. Maintenant, en tant que fan de MMA, en tant que fan je vais prendre cette partie, je vais la découper, je vais sur Twitter, je vais dire voilà, Mickey est d'accord avec moi. Mais clairement, maintenant, c'est vrai que si je devais choisir un seul combat à regarder entre Amin Ayoub 2, Damien Lapillus ou Makhachev Oliveira,
sincèrement, gros, même avec toute l'émotion, j'ai tellement envie de voir le combat Bien Makhachev-Oliveira. sûr. Et franchement, la dernière fois que j'ai regardé le haut niveau et j'ai dit, ouais, c'est ça le haut niveau en MMA, c'est Tsarukyan face à Gamrot et le combat de Kutateladze face aux Russes. Ouais. J'ai oublié son nom. Mais voilà, Ismagulov. Ismagulov. Et quand tu vois des combats comme ça, tu te dis, bah, tu vois, tu n'as même pas besoin de trash talking pour faire du spectacle. C'est ça le spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, maintenant, en tout cas, je comprends tout à fait ton propos et je comprends surtout ce que tu as voulu dire par là, en fait. Maintenant, ça a été pris pour argent comptant et ils t'ont pas loupé. Hein. Ils m'ont pas loupé, hein. Je te jure, ils m'ont pas loupé. De toute manière, t'as dit quoi? Il y a des trucs qui vont faire rire. Il y en a, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que tu peux tailler une personne. Mika, je veux dire un truc. Hein. Mais on peut le faire dans la politesse, les gars. C'est juste ça, moi, je veux dire. Je le jure devant Dieu, je suis pas quelqu'un de susceptible. Frère, la vanne, c'est toute ma vie. Ça veut dire que même, en fait, au début, il y a un mec qui m'a dit, ouais, combien Fernand t'as payé? Pour ça, j'ai dit 200 €, tu vois. Et ça, c'était la première réponse. Et j'ai voulu rentrer dans le jeu qui régale, qui va et tout. Mais gros, après, ils m'ont tué, frère. J'ai même pas pu suivre. Il y avait tellement de retweets. Ça partait de partout. C'est ça, bro. Même après, quand j'ai vu le tweet d'Asia qui a essayé de venir à ta rescousse, je me dis, ah ouais, cherche aussi la pauvre. Reste en dehors. Dans ma tête, je voulais lui dire, reste en dehors de ça. Je te jure. Je voulais lui dire. C'est incroyable. Ben voilà. Après, tiens, pour rester dans les polémiques, je suis tombé sur une vidéo hier. Attends. Là, je pense que c'est le moment d'envoyer les nouveaux jingles. L'instant croustille, c'est parti. C'est même pas. Vas-y, mets le jingle si tu veux. Où c'est une vidéo qui est sortie comme ça, tu vois. Et donc, du coup, au vu de tout le monde va la découvrir. Il n'y a rien de caché. Il y a Vincent Parisi qui dit, et là je comprends pas, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sports de combat, qui a pratiqué pas du MMA, qui a fait du Jiu-Jitsu fighting. C'est un sport qui est quasiment inconnu et pas pratiqué en France. Je précise pourquoi, hein, je précise ça. Pas que je manque de respect à ce sport. Hein. Et qui dit, en gros, les champions de MMA sont pas des vrais champions au sens du titre noble du terme champion, tel que un Mike Tyson, il cite, et après il cite David Douillet, et après il prend son propre exemple pour dire, genre, on n'est pas champion, regardez-moi pour être champion du monde, j'ai gagné 30 tournois internationaux, dans lesquels j'ai combattu 4 fois par tournoi, tu vois. Donc on sait tous c'est quoi ce type de tournoi, on sait tous ce qu'est comment dirais-je, le jiu-jitsu fighting. C'est des coups qui sont pas réellement portés, faut dire la vérité. Donc, ouais, c'est un mélange de karaté et de JJB, quoi. Non, bref, c'est une sorte de MMA avec moins de coups permis. Voilà, faut être clair, c'est du MMA comme si tu le pratiquais en mode un peu amateur, c'est-à-dire ultra codifié avec des systèmes de comptage. Ça va jamais au KO, jamais à la finition pratiquement. Si, à la finition si, mais jamais au KO. Je crois je sais même pas si tu as le droit de frapper au visage de toutes tes forces. Bref. Et il te dit, en gros, Cyril Gane, au bout de 5 combats, il était déjà sur le toit du monde. Entre guillemets, c'est ce qu'il dit. Et donc, du coup, il dénigre un peu l'image des champions de MMA et il en profite en même temps pour faire un petit tacle à Cyril Gane. Pour ce qui est du tacle à Cyril Gane, après, ça me concerne pas plus que ça, je m'en fous. Mais pour ce qui est du MMA, le gars te dit, moi, je viens d'un sport inconnu. Il te dit, être champion en MMA, c'est facile. Il suffit de 5 combats pour être champion. Le niveau du MMA est disparate. Il te dit que le niveau du MMA est disparate. Genre, en gros, tu peux tomber sur des gens forts comme des gens faibles. Et il te dit, en gros, que pour toutes ces raisons, les gars qui sont champions à l'UFC sont pas des véritables champions au sens noble du terme. Mais ils se droguent, sincèrement. Comment un mec qui fait parce que ça ressemble plus à des catégories C de MMA, moi, j'ai déjà combattu en MMA en pancrace et j'ai fait 3-4 combats. C'est ce qu'on fait en catégorie C. C'est juste que le haut niveau du MMA ne te permet pas de combattre plus d'1 fois par trimestre. C'est tellement douloureux, c'est tellement dur les préparations, c'est tellement physique l'engagement qu'on met dans les combats de MMA qu'on ne peut pas
on ne peut pas supporter plus de un combat par trimestre. C'est impossible. À un certain niveau, c'est impossible. Non. Et lui te dit que parce qu'on ne combat pas beaucoup ou parce que je ne sais pas, on ne fait pas 100 combats dans notre carrière, on ne sera jamais des champions. Mais il se drogue. Après, il te parle de niveau disparate. Genre, en gros, que le niveau en MMA, c'est aléatoire. Des fois, on est fort, des fois, on n'est pas fort. Mais le top, quand tu regardes l'UFC, en général, la plupart du temps, le top 10 de l'UFC, c'est le top 10 mondial. Quasiment. Il se peut que tu aies un ou deux top mondial qui soient dans d'autres organisations privées. Ça peut arriver. Par exemple, je pense à Demetrius Johnson, qui pour moi a clairement sa place dans le top 3 mondial dans sa catégorie et qui est parti au ONE FC. Mais sinon, tu prends le top 10 de l'UFC. Dans le top 10, tu as minimum 7 mecs qui sont réellement dans le top 10 mondial. Donc, quand tu es champion de l'UFC, peu importe si tu as fait un combat, 2 combats ou 3 combats, c'est que tu es à la place où tu dois être. Il n'y a pas de hasard. Oui, il y a des parcours qui sont simplifiés. Oui, il y a des mecs qui vont plus vite que d'autres. Je pense à Pereira à 84 kilos. Cyril Gane, effectivement, qui a été propulsé sur le toit du monde par l'histoire avec Francis Ngannou et du fait qu'il soit dans une catégorie peut-être un peu plus truc. Mais il a prouvé que malgré la défaite face à Francis Ngannou, derrière, il affronte Tuivasa. Tuivasa, c'est un gars qui a plus de 20 combats. Faut arrêter à un moment donné. Il a affronté Volkov qui a plus de 40 combats. Il l'a battu. Il a affronté Derek Lewis. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas là par hasard. Faut arrêter à un moment donné. Les gars, même s'ils ont 5 combats et ils sont champions de l'UFC, croyez-moi, ils sont pas là par hasard. S'ils ont 5 victoires 5 fois et qu'ils sont à l'UFC, croyez-moi, c'est pas par hasard. Donc, franchement, j'ai pas compris sa polémique. Non, mais Et juste pour finir, franchement, ces mecs-là, ils sont dangereux parce que, tu vois, le MMA, il est déjà au sein du MMA pas très cohésif. Et ces mecs-là qui arrivent et qui te mettent des inceptions comme ça et qui te sortent des trucs qui sont fondés sur rien, mais vraiment sur rien pour le coup. Hein. Et j'invite ceux qui vont aller voir l'extrait de la vidéo à lire le commentaire qu'a fait Nicolas Hott sur le sujet et qui démonte point par point pour lui dire que je finirai sur ça d'ailleurs, qui lui dit Vincent Parisi oublie un peu vite que aucun champion de l'UFC n'a pratiqué, ne serait-ce dans sa vie, un cours de Jiu-Jitsu Fighting. On n'a jamais vu un mec de Jiu-Jitsu Fighting venir à l'UFC remporter un combat. Ça n'existe pas. Voilà. C'est juste pour lui dire à un moment donné, regarde d'où tu viens et regarde ce que tu te permets de critiquer. Voilà. C'était un peu le débat du jour. Non, attends, parce que. Ah ouais. Ça m'a perturbé. Mais non, je disais, en fait, non, mais c'est un peu ça quand je parlais un jour d'ancien du game, un peu frustré, j'ai l'impression. Mais déjà, il faut savoir que je suis totalement d'accord avec toi. Attends, juste, AB, je vais être encore plus trash. Il est même pas du game. Il n'est pas du game. Moi, ce mec-là, je te jure, je l'ai déjà vu, il est ultra sympathique et tout comme ça. Quand on me l'a présenté, et je te jure que plein de mecs m'ont dit ce gars-là, et je jure, je vais pas répéter qui m'a dit ça, on m'a dit c'est Hercule dans DBZ. On me dit c'est Hercule dans DBZ, c'est un mec qui s'invente un palmarès. Et voilà, que ce que tu Oh les bâtards, je vais pas vérifier ça, mais ce que je veux dire, c'est le gars, il n'est même pas du MMA. Il a même pas vocation à parler du MMA. Tu ne connais pas le MMA. Tu ne connais pas le MMA, tu t'es peut-être entraîné avec des combattants de MMA. Vincent Parisi, je l'ai connu à l'époque où il était commentateur sur RTL9, mais genre sinon je ne l'ai pas connu en tant que grand athlète ou autre. Ah ouais, non, mais bon. Moi, ces propos, ils m'ont choqué venant de la part de quelqu'un qui se dit sportif en plus. Et quand tu sais les sacrifices des combattants MMA et quand tu connais la difficulté de ce sport, mais comment tu te permets de dire qu'un champion de MMA n'est pas un champion au sens noble du terme? C'est un fou. Non, mais il se drogue. Je te jure, il se drogue. C'est pas possible. C'est pas possible. Finissons par les 280. On va pas rentrer dans les détails des analyses. Non. J'aimerais quand même. J'aimerais faire une petite passe D pour le Bellator. On n'en parle pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais les gars, vous êtes beaucoup à nous demander des nouvelles de Mansour Barnaoui. Sachez qu'on a contacté l'entraîneur de Mansour. Il m'avait dit de le rappeler pour avoir des infos, etc. et qu'il était apte à répondre à toutes mes questions. Je le ferai avant la semaine prochaine. Donc, normalement, dans le prochain épisode, je viendrai avec plein d'informations. N'hésitez pas à envoyer sur le Instagram de AB toutes les questions que même en commentaire sous la vidéo.
Ouais, ou en commentaire sous la vidéo, toutes les questions que vous posez sur le cas Mansour, pourquoi il n'était pas là pendant longtemps, pourquoi le Bellator pas une autre organisation, quelles sont, je sais pas moi, ses ambitions pour le futur, etc., etc. Et moi, je m'entretiendrai au téléphone avec son coach et j'espère pouvoir apporter une réponse à l'ensemble de vos questions, les gars. Voilà, ça Ok, c'est pour donc le c'est ça. cas N'hésitez Mansour pas à Barnaoui. mettre toutes vos questions en commentaire ou sur la boîte à questions parfois que je mettrai en story sur mon Instagram. Et donc, je disais, on va finir sur. Attends, je fais une petite passe aux autres. 2 secondes. Ça. Je rappelle juste que sur cette carte, on a 4 autres Français. On a Bourama Kamara qui s'était imposé à Bercy à Paris. Ouais. On a Yves Landu qui fait son premier combat à 66 kilos chez les Pfizer. À suivre, Yves Landu, clairement. On a David Gallon à 155 qui recombat contre un Italien. Et enfin, on a Thibaut Gouti, pareil, à 155 livres, hein, donc à moins de 70. Okay. Donc, on a 3 combats à moins de 70. On a David Gallon, Thibaut Gouti, Mansour Barnaoui, main event. On a Yves Landu à 66 et on a Bourama de la FFA à 77. Yves Landu, Snake Team, Bourama, FFA, Davy Gallon, c'est la team normande. Je suis désolé à Robin pour son coach, j'ai oublié le nom de la team. On a Thibaut Gouti de Marseille, je crois qu'il combat 100 teams. Et on a Mansour Barnaoui de la Magnum. Voilà. Et bah, ce serait bien qu'on essaie d'avoir Yves Landu. Je pense d'ici là. Yves Landu, même Thibaut Gouti, même Davy Gallon, ça serait bien, même Bourama. On va essayer, t'as raison. On va essayer Après, ça va être juste de toutes les avoir parce que c'est dans 13 jours là. C'est le 29. Ouais, mais on peut essayer de faire comme on avait fait pour l'UFC ou t'as raison. Allez, c'était bon. Et donc, Mika, dans 6 petits jours, on a l'UFC 280 le 22 octobre pour l'événement, je pense, le plus ouf de l'année avec une main carte à peur. En main event, Charles Oliveira. Du coup, là, en fait, quand j'y pense, la ceinture, bon, officiellement, elle est vacante, puisqu'elle avait été retirée à Oliveira pour le souci de poids, enfin, même si c'était la balance, qui fera face à Islam Makhachev. Et je pense que c'est le combat, enfin, j'ai l'impression que c'est le combat avec le plus d'incertitude. Que ce soit stylistiquement, je te jure que c'est le combat avec le plus d'incertitude parce que sur le papier, quand on regarde, bah, tu as Oliveira qui est en train de nettoyer tout le top 5, Chandler, Poirier, Justin Gaethje, des anciens prétendants au titre. Et derrière, tu as Islam Makhachev qui a malheureusement son dernier combat, c'est contre Bobby Green. Donc, il faut savoir que ceux qui disent qu'il n'est pas éligible au titre, c'est vraiment compréhensible parce que si tu prends Islam et que tu enlèves Khabib derrière, que tu enlèves l'histoire, toute l'histoire qui va avec, qu'est-ce qu'il fait à combattre pour le titre, tu vois? Donc ça, c'est un peu compréhensible. C'est un peu compréhensible, tu vois. Limite, Dariush, si tu retires comme tu as dit, comme tu viens de dire, Dariush, limite, serait plus amène de faire ce combat. Genre, il serait plus, comment dirais-je, j'ai oublié le mot. Légitime à faire ce combat. Maintenant, quand tu dis c'est un combat incertain, c'est surtout incertain parce qu'en fait, on ne connaît pas le réel niveau de Makhachev dans le sens où on n'a pas vu Makhachev face à des top. Par contre, on a vu Makhachev face à Tsarukyan il y a assez longtemps maintenant et on a vu que c'était un combat difficile. C'était un combat qui était disputé, il n'était pas simple, il ne s'est pas imposé comme il le fait d'habitude. Donc, effectivement, ça pose des questions. Maintenant, si tu regardes statistiquement, on regarde les 2 palmarès et on met l'émotion de côté et on regarde qui a affronté qui, je ne vois pas comment on peut mettre Charles Oliveira perdant sur ce combat. Vraiment, je ne vois pas comment, quand tu regardes ce que Oliveira a fait sur les 2-3 dernières années, comment on peut penser que… là, je parle vraiment sur l'analyse sur papier, tu vois. Ensuite, effectivement, il y a quelque chose de plus grand dans ce combat, c'est que Makhachev, il y a quelque chose autour de lui, il y a l'aura Khabib Nurmagomedov et il y a ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire. Et on a vu que Khabib était un monstre, c'est vraiment dans ce sport un monstre, et on a vu à quel point son sol et sa lutte étaient redoutables, et on voit que Makhachev a aussi une lutte et un sol redoutables, même si c'est pas le même style. On a quelque chose quand même de puissant.
Et Oliveira, on sait, moi, la plus grosse crainte que j'ai pour Oliveira sur ce combat, c'est qu'il a un menton quand même qui est assez fragile. Il fait toujours l'ascenseur au moins une fois dans le combat. Et que Makhachev, qui s'améliore quand même de plus en plus au niveau du striking. Maintenant, sur la partie sol, l'incertitude réside. Est-ce que la technique va primer sur le côté un peu puissant et plus fermé, plus bloqué de Makhachev? Et moi, je pense que Oliveira, sur la partie sol, sera meilleur que Makhachev. Je me trompe peut-être. En fait, moi, ce que je dis, c'est que les deux ont un sol très différent. Et en fait, on va dire, ceux qui regardent le MMA d'un seul œil, ils diront que Oliveira, on va dire, est plus technique. Ok. Mais par contre, quand tu vois d'un autre œil aussi le sol d'Islam, mais je trouve que c'est un niveau de ouf, parce que c'est autant dur d'aller travailler les soumissions, d'aller tirer la garde, en fait, de travailler en mode JJB qu'en mode grappling, parce que je te jure que le niveau de pression qu'il met, les petits détails, déplacement des hanches, c'est oufissime le niveau, et c'est là où les gens en fait ne se rendent pas compte du niveau d'Islam. Après, c'est vrai que sur papier, et après, le problème aussi, c'est que Mika, les gens, ils ont trop la culture de l'instant T, parce que je me rappelle que Oliveira, il faisait pas trop parler de lui, jusqu'à ce qu'il batte Kevin Lee sur guillotine. À partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que les gens ont recommencé à parler d'Oliveira, mais sinon, Oliveira, il était un petit peu boycotté. Parce que quand même, il a quand même 8 défaites au sein de l'UFC. Ouais, mais. Les défaites, non, les 8 défaites, elles sont. Bon, après, ça remonte à 10 ans. Je vais prendre pour m'arrêter juste là Jim Miller, Donald Cerrone, Cub Swanson, Frankie Edgar, Max Holloway, Anthony Pettis, Paul Felder. C'est sa dernière. C'est sa dernière. Après, c'est vrai qu'il a une ascension de malade, même stylistiquement, tu vois, c'est un autre homme, tu vois. Derrière, t'as Islam qui a 10 victoires consécutives, et sa seule défaite, c'était lors de ses débuts à l'UFC, son deuxième combat à l'UFC contre Adriano Martins, il se prend un KO, c'était KO, et voilà, depuis ça, il n'a plus jamais perdu. Après, c'est vrai que sur papier, on ne peut pas en savoir plus que ça, parce qu'il n'a pas affronté de réels dangers jusqu'à présent. Mais enfin, je pense que son plus gros test, son combat le plus dur, c'était contre Arman Tsarukyan. Et il faut dire que c'était le premier combat de Tsarukyan à l'UFC. Hein. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que Islam a cherché à combattre des top 5. Apparemment, ça a été refusé. Parce que même moi, jusqu'à présent, je me disais, mais c'est un ouf, lui. Qu'est-ce qu'il fait à vouloir combattre pour le titre, sachant qu'il n'a pas affronté de réels tests, tu vois. Et après, voilà, il avait été mettre sur Twitter qu'il y a eu énormément de refus. Donc voilà, après, voilà, le fait qu'il y a l'engouement de Khabib derrière, ça l'a propulsé aussi au titre. Mais moi, je pense réellement que Islam est un petit peu trop sous-estimé, parce que là, on regarde trop les adversaires qu'ils ont affrontés les uns et les autres. Mais on est obligé. Après, là où je te rejoins par contre entièrement, et c'est pour ça que tu as archi raison de le dire. En fait, plutôt que de parler de technique sur le niveau du sol, vaut mieux parler de style. Tu as raison, parce que tous les deux sont aussi techniques dans leur manière d'arborer le sol, et tu as bien raison d'insister là-dessus. C'est juste que Islam a un jeu en pression beaucoup plus fort, mais qui nécessite une grosse technique pour pouvoir le réaliser. Alors qu'on a un Oliveira qui a un jeu beaucoup plus ouvert, qui vient chercher la soumission, etc., qui est beaucoup plus dans le JJB, moins dans la pression, qui est un peu plus aérien, mais qui nécessite aussi une technique de ouf. Donc là, tu fais vraiment bien de le préciser, parce que des fois, c'est mal vu quand on dit, ouais, en gros, le sol de Makhachev, c'est un sol en pression, etc., mais qui nécessite quand même une technique que peu de personnes peuvent prétendre avoir. Par contre, là où je suis… déjà, j'aimerais dire que les défaites d'Oliveira, il les enregistre dans une catégorie à 66 kilos. Depuis qu'il est monté en 70, c'est fini. C'est vrai que peut-être Felder à 70, je crois. Mais là, il est sur 11 victoires consécutives. Les 5 derniers combattants qu'il a affrontés, ils font peur. Gage, soumission, round 1. Dustin Poirier, round 3. Dustin Poirier, c'est quand même… celui qui a failli faire taper Khabib Nurmagomedov sur le. Mais non, voilà, t'abuses. Ma parole. Ma parole. Et ben, tu vois, moi, non, mais je te jure. Il a engagé la non, mais, moi,
je te dis, d'accord, il n'a pas failli taper, tu as raison, il n'a pas tapé, on ne le saura jamais s'il a failli taper ou pas taper. Sauf que Khabib l'a dit, il était pris et qu'il n'aurait jamais tapé devant son père. Voilà ce qu'il a dit. Donc il a bien regarde, Attends. non, Écoute, Rabib, attends. regarde. Non, mais il y a deux Rabib, Mika, il y a deux Rabib. Tu avais Rabib qui était là, qui était combattant, qui avait la ceinture sur son épaule et qui disait non, il n'y avait rien. Et tu as le Rabib qui part en couille, genre depuis qu'il est plus officiellement plus à Non. l'UFC, le mec il dit tout ce qui lui passe par la bouche. Et je sais pas si tu as vu la vidéo où il y a eu beaucoup de réactions où, sur le fait, je suis vraiment pas d'accord avec lui, où il dit que Oliveira n'a pas de sol, Oliveira n'est pas fort au sol, Oliveira est nul au sol parce qu'il a tapé 8 fois à l'UFC. C'est pour ça que je te mens pas. Là, actuellement, les propos de Rabib, voilà, avec tout le respect que j'ai envers lui, mais ça n'a plus vraiment de sens, j'ai l'impression. Écoute, moi, en tout cas, ce que je te dis, mon gars, c'est que si Oliveira avait mis sa guillotine, je peux te dire que s'il l'avait engagé comme Poirier, je peux te dire que là, il s'en serait pas sorti. Oui, donc, mais comme non, mais même moi, avec des si, non, mais regarde, Lucas, même moi sur l'instant T, j'avais dit quoi que si Tony Ferguson avait pris la guillotine, ça aurait été compliqué. Mais comme tu as dit, avec des si, on refait le monde. Et pour te dire qu'à cette époque-là, Oliveira, les gens ne parlaient pas de lui. Tu vois? Oui, mais Oliveira, mais entièrement d'accord. Mais c'est pour ça que je le respecte encore plus, ce gars-là. Il a affronté Dustin Poirier qui était clairement le plus dur. Chandler qui est clairement Mika, on va pas se mentir. Là, actuellement, c'est un risque ce que je veux dire. Mais pour moi, Gaethje et Dustin Poirier, ils sont plus à leur prime. Ils sont plus sur une pente descendante qu'ascendante, Mika. Je te jure, il y a 2 ans, Poirier de 2018, Poirier qui affronte Max Holloway, il est à son prime. Mais là, le Poirier actuellement, pour moi, il n'est plus à son prime. Je te jure, pour moi, il n'est plus à son prime. Et tu as très bien vu qu'il y a toujours une différence entre les combattants lorsqu'ils combattent pour le titre et le après. Poirier, il a eu la ceinture intérimaire, il a eu la chance contre Khabib. Il a eu que ça, je crois, non? Non, il a eu déjà, je crois, il a eu intérimaire. Ouais, il l'a eu contre Khabib. Et ensuite, il a affronté Oliveira. Ce que je veux. Attends, gros, t'es un peu dur. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive, comme on l'avait dit, d'ailleurs, on en avait déjà fait l'analyse, dans la KT 70, c'est les années du changement. En gros, là, clairement, on est sur une transition à l'UFC dans cette catégorie-là. Les jeunes, ils arrivent en mode. Les jeunes et les moins jeunes. Mais quand tu vois les Fiziev qui arrivent, les Tsarukyan, Damir Ismagulov, Kutateladze, ces gars-là, effectivement, les Ferguson, les Hooker, les Conor McGregor, même je pense à Rafael Dos Anjos qui va bientôt quitter les 70. Effectivement, on est sur un comment dire, ça se croise. On a les jeunes qui montent et on a ceux qui vont partir. Par contre, Charles Oliveira, Poirier, Gaethje, pour l'instant, ça reste les numéros 3. Même si peut-être qu'ils sont plus à leur prime, mais ça reste les top 3 de la KT. Ok, il l'a peut-être pas battu à son meilleur niveau, c'est ça que tu veux dire? Bon, mais il l'a quand même battu quand il était au top. Poirier, quand tu vois ce qu'il a fait à Conor McGregor, bon, même si Conor, encore une fois, on pourra dire ce qu'on veut, il revenait de blessure et tout, mais il l'a pulvérisé. Il y avait 3 mondes au-dessus. Ouais. Mais en tout cas, non. Honnêtement, moi, je sais pas, mais j'ai du mal à. J'ai vraiment du. Parce que là, ce que tu vois sur les réseaux, c'est vraiment en gros que certaines disent que qu'Oliveira va faire taper Islam, mais moi, je pense pas. Je pense vraiment qu'Islam va sortir vainqueur de ce combat, Mika. Ah, je sais, moi, je peux pas te dire avec certitude. Ça, par contre, t'as raison dans bien le sens sûr, où bien sûr. Je mettrais ni 1 000 € sur l'un, ni 1 000 € sur l'autre. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, ça sera Oliveira qui va sortir vainqueur de ce combat. La seule chose qui m'inquiète, ça serait qu'il prenne un KO au premier round. C'est la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il prenne un KO au premier round. Parce qu'il a le menton fragile et je trouve qu'il fait toujours des dingueries. Et à la différence des autres, c'est que si il est durement touché, Makhachev fera pas l'erreur de se jeter bêtement ou autre et qu'il a le niveau au sol et en lutte pour profiter de cet ascenseur. C'est la seule différence que je vois avec les autres qui ont été dans l'émotion, qui sont partis au front et qui au final sont fait cueillir. Voilà. C'est ça. Et en plus, pour te dire, je pense là, pour finir là-dessus, je pense qu'il y a plus de risques qu'Islam se fasse connecter debout qu'au sol. Parce que moi, je trouve que vraiment, il a l'anti-jeu d'Oliveira au sol.
pression, tu vois, mettre le moindre espace possible, passage de garde, garder une personne au sol. Donc, je trouve vraiment qu'il y a plus de risques de se faire toucher debout que de se faire finaliser au sol. Donc, en tout cas, voilà, moi, c'est mon avis. Après, le cœur, il parle pour les deux. Franchement, que le meilleur gagne. J'apprécie vraiment les deux. Même pour te dire, j'apprécie plus Oliveira humainement parce qu'il m'a vraiment l'air d'être. Voilà, humainement, j'ai l'impression je l'apprécie plus. Après, voilà, je ne les connais pas, mais ça risque d'être ouf. Et ce que je te propose, c'est qu'on revienne cette semaine sur une analyse plus poussée de la carte pour pas trop s'éterniser là-dessus, Mika. En tout Ouais, cas, et on rappelle quand même qu'il y a Manon Fiorot, française, qui combat contre à chaque fois j'écorche son prénom, Choukaljian, ouais, voilà. Et je pense que c'est en cas de victoire, ça offre une possibilité de ceinture à Manon. Et je pense que ça sera peut-être la première française à gagner, ou du moins, ouais, ça sera peut-être même elle, la première française à ramener la ceinture de l'UFC en France. La ceinture, quand je dis UFC, je parle de la ceinture pas intérimaire, de la vraie ceinture. C'est vraiment ce qu'on lui souhaite. En tout cas, elle fait des performances de malade. Chaque combat, elle monte en grade. Et ouais, je pense que c'est un combat avant le titre, peut-être 2 combats avant le titre. Encore peut-être 2 combats avant le titre après celui-là. Mais en tout cas, si on a un UFC Paris pay-per-view, moi, je la vois vraiment dans les combats principaux pour le titre. Ouais, clairement. Donc, voilà, Mika. Rien d'autre à ajouter, Mika? Non, bah non, voilà, on fera l'analyse de ce combat, de Gamrot Dariush. Il y a aussi Sean Brady contre Bilal Mohamed qui passe un peu inaperçu, mais qui a un beau combat. Ouais. O'Malley Petroyan et Dillashaw Sterling. Donc, il y aura sûrement un prochain épisode dans la semaine. Et on en profitera peut-être pour recevoir soit Yves Landu, soit un gars du Bellator, David Gallon. Manon Fiorot, on l'a contacté hier assez tard, El Casata, donc peut-être, après, je sais pas, peut-être qu'ils vont être en route pour Abu Dhabi, mais ça se passe samedi chez Mika pour la watch party. Je vous envoie l'adresse. Ouais, sauf que c'est pas ouvert à tout le monde et demain, je mettrai un vigile. Bon, Mika, on se laisse sur cet épisode et on se dit dans quelques jours pour une analyse plus poussée de la carte. Du coup, t'es plus hypé par quoi? Par le combat à Nioub? Ah, les gars, moi. La pilus. Je sais pas trop. Bon, Mika. Vas-y, moi, Ibi. Allez, bisous. Vas-y. Yes. Ciao. Bon dimanche à toi et à la prochaine.